Bonjour à tous et à toutes. Merci pour être là, en présentiel ou à distance, pour cette conférence qui est organisée sous l'égide du département de médecine. Merci à nos 4 orateurs oratrices qui vont parler aujourd'hui, que je vais présenter très brièvement parce qu'ils vont se auto-présenter le long de la présentation. Donc, on va parler de trans aujourd'hui comme méthode d'induction et perspective thérapeutique. Et les personnes qui vont parler de ça sont Corinne Sombrin, que probablement beaucoup parmi vous connaissent déjà, qui est en formation de musicienne et qui a été initiée à la trance chamanique en Mongolie, près de la Sibérie, pendant de nombreuses années, et qui après, elle a trouvé intéressant de découvrir ce qui se passe dans le cerveau lors de l'état de transe, et a aussi trouvé intéressant que plusieurs personnes puissent éprouver un état de transe. Donc, en disant que probablement la transe est une possibilité qu'on a tous et toutes. Corinne est accompagnée par Audrey Breton, François Ferron et Valérie Picard. Donc, Audrey, elle est psychologue. Non. Elle s'intéresse à la psychologie, par contre. Non, non plus. Un doctorat en neurosciences. OK. Parfait. François Ferron, qui est neuroscientifique aussi, et qui s'intéresse les deux aux états de conscience modifiés. Et avec Corinne, il dirige le Trans-Science Research Institute. Et Valérie Perrin, qui est psychiatre, psychologue, psychiatre, psychothérapeute à la clinique Belmont, donc ici à Genève. Et voilà, donc je laisse la parole à Corinne. Merci Mathéo de nous avoir invités à parler de la transe. Alors on va commencer par la transe chamanique, on va terminer par la transe cognitive auto-induite, qui est une transe réversible, c'est une bonne nouvelle, et qui est induite par la seule volonté. Voilà. Donc pour moi, cette aventure a commencé en 2001 lors d'un reportage pour la BBC, ça fait plus de 20 ans. Et l'idée pour ce reportage, c'était de rencontrer les mystères mongols, dont le chamanisme, bien sûr. Donc je suis allée à la frontière de la Sibérie pour rencontrer des chamans. C'est là qu'ils se trouvaient généralement. Le temps d'installer ça, je vais vous montrer une image d'un chaman mongol. L'idée, c'est d'enregistrer une cérémonie chamanique pour la BBC. Alors, ce que je sais des chamans mongols à l'époque, c'est que, en fait, ils sont une sorte de lien entre le monde des humains et le monde des esprits, que les chamans utilisent un tambour pour accéder à ce qu'ils appellent un état de transe. Et cet état de transe va leur permettre d'entrer en contact avec ce qu'ils appellent le monde des esprits. Voilà ce que j'en sais à l'époque. Alors pourquoi ils veulent entrer en contact avec ce monde des esprits? Parce que ce monde des esprits va leur donner des informations qui vont être utiles à la communauté. Voilà, et auquel la population, quand elle n'a pas cette capacité à entrer en contact avec ce monde des esprits, elle n'a pas accès à toutes ces informations. Donc ça veut dire, en gros, dans ce que je comprends, que la transe permet d'accéder à ce qu'ils appellent ce monde des esprits, à un invisible auquel on a peu accès, ou pas du tout, dans un état de conscience ordinaire. Voilà l'image d'un chaman mongol. Alors chaque population, chaque ethnie a un costume différent, chaque chaman a un costume, il y a des grands classiques. En tout cas, la taille du tambour est toujours à peu près la même. Elle fait 80 cm pour les femmes et 1 mètre pour les hommes de diamètre. Et donc, c'est en septembre 2001, j'assiste à cette cérémonie. Donc, dans une cérémonie chamanique en Mongolie, seul le chaman est en transe. Il y a d'autres cultures où les gens qui participent à la cérémonie, comme chez les Gnawa par exemple, où la plupart des gens qui assistent à la cérémonie sont en transe. En Mongolie, seul le chaman est en transe et le son du tambour me fait un effet auquel je ne m'attends pas. Et je pars dans un état que je n'ai pas l'impression de contrôler, qui fait que la perception de moi, la perception du jeu que j'ai l'habitude d'avoir de moi est complètement modifiée dans la mesure où j'ai l'impression de devenir un animal. D'abord, je me mets à sauter, à bouger, et de devenir un animal qui a un loup, donc j'ai l'impression d'avoir des pattes. Donc il y a un phénomène de dépersonnalisation qui est absolument étonnant et qui va durer tout le temps de l'expérience. Pour vous donner une idée,
Et ah oui, comment je fais pour changer de... Je clique sur... Parce que j'ai parlé, mais j'ai pas écouté du coup ce qu'ils ont dit. Je clique sur quoi? Avec mon doigt? Non, avec la souris. Ah bon? La souris. Ah oui, d'accord. Bon. Tac. Donc en Mongolie, à l'époque, en 2001, il y a environ une trentaine de chamans pour une population de 3 millions d'habitants, ce qui fait 0,001% de la population. Vous verrez que c'est important, après on va y revenir. Donc la chamane qui doit me transmettre cette connaissance, c'est elle. Donc j'en ai rencontré deux de chamans. En fait, un premier qui était Balchir, qui a découvert ce fait, et c'est Inketuya qui a été chargé de me transmettre la connaissance, parce que dans la mesure où j'avais vécu une transe au son du tambour, ça voulait dire que les esprits m'avaient désigné, que j'avais l'étincelle chamanique, et que donc ils devaient me transmettre la connaissance, ce qui ne m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéressait, moi, surtout, c'était ce que j'avais vécu pendant la transe, qui était absolument étonnant. Quelque chose que je ne connaissais pas de moi, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi ma société à moi, ma culture à moi, m'a pas dit que ça pouvait arriver? Parce que c'était vraiment un peu flippant, hein, quand même. Voilà. Donc, l'idée de pouvoir continuer s'est imposée petit à petit. Et c'est donc Inketuya, que vous voyez là, qui sont des éleveurs de rennes, des tsatanes, qui a eu la charge de me former, parce que j'étais vraiment un boulet, hein, je peux vous dire. Voilà. Donc, je vais vous montrer une cérémonie chamanique en... Tac. Voilà. Donc, vous allez retrouver le tambour. Alors, ce sont des photos. Hein. Alors, vous avez pu voir qu'on n'est pas dans une yourte, on dit guerre en Mongolie, on est dans un tipi qui est caractéristique de la population des Tsatanes, qui sont des éleveurs de rennes et qui vivent dans des tipis, on dit urt là-bas. Voilà. Donc, je suis retournée pendant 8 ans, enfin plus, mais pour terminer la formation en Mongolie, où ils m'ont appris, pas la transe, parce que la transe, je la vivais, mais en tout cas, ils m'ont appris les rituels, ils m'ont appris à essayer de faire un peu d'ordre dans tout ça, dans le vécu, en tout cas, de la transe. Alors, les effets de la transe, c'était déjà la perte, la transformation de la notion de l'espace et du temps.
Mais les nerfs, voilà. Il y a une diminution de la perception de la douleur. Il y a une augmentation de la force. En tout cas, c'est l'impression qu'on a pendant la transe. On est en train de le vérifier avec des protocoles, avec des mesures objectives. Et la notion de dissociation, dépersonnalisation, dissociation parce qu'on a l'impression de se regarder, de se voir en train de faire quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire. Et la notion de dépersonnalisation, tout d'un coup, dans la mesure où je deviens autre chose que ce que j'ai l'habitude de percevoir de moi. Tout d'un coup, je peux être, oui, parfois un animal, parfois un personnage, parfois un rocher, un minéral, un végétal, quelque chose en tout cas que je n'ai pas l'habitude de percevoir de moi. Donc c'est un phénomène très intéressant. Et la dernière principale caractéristique, c'est l'accès à des informations dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a accès à des informations auxquelles on a peu ou pas accès. Alors, on a un peu accès à ces informations au travers de ce qu'on appelle l'intuition, mais les chamans vous disent là-bas que l'intuition est le langage qu'utilisent les esprits déjà pour vous prévenir d'un danger, pour vous donner des messages. Voilà, donc quand on écoute son intuition, c'est bien, mais si on ne l'écoute pas, les problèmes arrivent pour eux. Voilà. Donc l'intuition fait partie aussi pour eux des moyens de communiquer avec ce monde des esprits. Alors mes questions étaient bien sûr, pourquoi j'avais bien compris que c'était le son du tambour qui provoquait ce changement d'état dans ma perception de moi, et que dès que le tambour s'arrêtait, en général, l'état changeait et je revenais à mon état habituel. Donc je voulais comprendre pourquoi cet état que les anthropologues au départ jugeaient comme un phénomène, une théâtralisation en quelque sorte, peu d'anthropologues dans les années 2000 jugeaient cet état comme une fonction cognitive. Et c'est vrai aussi, ils ont raison dans la mesure où beaucoup de chamans utilisent, dans le cadre du rituel, il y a aussi une théâtralisation. Il y avait vraiment un phénomène de transformation qui se passe. Donc j'ai essayé bien sûr de rencontrer des chercheurs. Imaginez, il y a plus de 20 ans, on commençait à peine à trouver l'hypnose intéressante. Et alors la transe, c'était loin d'être acquis. Donc quand j'ai parlé de ça à mon médecin, je lui ai raconté cette expérience, il m'a quand même tendu la carte du psychiatre en me disant on ne sait jamais, il vaut mieux vérifier. Et donc j'ai galéré jusqu'en 2006 pour trouver le docteur Etévenon, qui est un ancien directeur de recherche de l'INSERM, qui lui s'intéressait déjà à la méditation et il avait étudié beaucoup ça. Donc les états modifiés de conscience, il connaissait et il m'a dit je veux bien que vous fassiez une démonstration. Et la démonstration, je ne pouvais pas la faire avec le costume, bien sûr. Donc j'ai fait une démonstration avec le tambour, qui a été concluante pour lui. Mais simplement, il m'a dit, si vous voulez qu'on fasse des mesures objectives, il va falloir passer par un EEG, un électroencéphalogramme, et le tambour, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pourra pas utiliser dans un laboratoire parce que c'est incompatible avec les conditions de réalisation d'un EEG. Donc il m'a dit, il faudrait que vous arriviez à déclencher la transe, par la seule volonté, et 2, en essayant de bouger un peu moins, parce qu'il me dit, les méditants, c'est facile, ils ne bougent pas. Mais alors, les ébulons, là, ça bouge beaucoup, la transe. Alors, enfin, la plupart du temps. Donc, j'ai décidé que j'essaierais de déclencher la transe par la seule volonté, ce qui n'existe pas. Aucune tradition dans le monde utilise beaucoup la transe, il y a beaucoup d'inductions de transe, mais la volonté, l'induction volontaire, ça n'existe pas. C'est toujours encadré par un rituel, par des percussions, par une induction qui est extérieure à soi. Donc, j'ai fini, je vais passer, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, j'ai fini par y arriver. Et je vais vous montrer ce que c'est qu'une transe, puisqu'on a vu la transe chamanique, je vais vous montrer ce que c'est qu'une transe que j'ai vécue, je vous montre, c'est moi, sur des extraits de transe auto-induite, c'est-à-dire que je déclenche une transe, tout ce que je fais, tout ce que je vis et que vous allez voir, les sons, les gestes, tout ça se produisent spontanément, c'est-à-dire que c'est pas moi qui décide de le faire. Et vous allez entendre aussi une sorte de langage qu'on appelle le proto-langage, dont on va reparler, parce que c'est quelque chose que les transeurs expriment en général. Et vous allez comme ça, vous saurez de quoi on parle. Donc il faut très très peu de temps pour induire une transe, quand on est un peu entraîné. Ça désinhibe. Vous allez voir la longueur du son. La longueur du son.
Voilà, c'est proto-langage. Voilà, donc tout ça se fait tout seul. Vous voyez qu'on retrouve beaucoup dans ces gestes, certains qui pratiquent le tai chi, le qigong disent mais c'est drôle parce qu'il y a les mudras, il y a tous ces gestes-là qui sont vraiment un potentiel qui est là en nous, mais on ne sait juste pas qu'il est là. Et les chants, vous avez vu les chants, je suis incapable de faire ça dans un état de conscience ordinaire, malheureusement. Et donc on se met à faire des choses qu'on n'a pas la sensation de savoir faire. Voilà, c'est ce que nous on appelle l'apprentissage intuitif que provoque l'état de transe, c'est-à-dire qu'on se met à faire des trucs qu'on ne sait même pas qu'on sait faire et on arrive à les faire. Voilà. Donc voilà le type de démonstration que j'ai pu faire à Edmonton après au Canada. Et le professeur, le docteur Etévenon a contacté, quand il a vu que j'étais capable d'induire une transe par la volonté, il a contacté le professeur Florent Henry à Edmonton au Canada. Le voilà. Et donc ça, c'est en 2007. En 2007, on fait le premier enregistrement EEG. Donc il y a 48 électrodes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. 256, un truc comme ça. Vous allez voir la suite. Et donc, je dois faire une démonstration devant des psychologues, des psychiatres, des neuropsychiatres de l'hôpital. Et après, François va vous parler de la suite de l'expérience. Donc, l'idée, c'était de faire une transe là, de déclencher une transe légère et de comparer mon cerveau en état de transe comparé à un cerveau à l'état de repos. Bonjour à tous, donc je suis effectivement François Ferron. Corinne m'a proposé, et j'ai accepté, bien que ce soit une charge particulièrement lourde, de présider l'Institut Transsciences, et je le fais avec Audrey, qui est la directrice de l'Institut, que vous entendrez tout à l'heure. C'est une communauté qui aujourd'hui fédère environ 150 chercheurs et cliniciens, donc on part quand même d'un pool important de personnes qui sont déjà formées à la transe et qui veulent mener des études sur cet état modifié de conscience. Corinne a eu on va dire une idée géniale. Elle s'est dite, et à juste titre, que cette pratique chamanique, qui est aujourd'hui entourée quand même d'un rituel ou mystique ou religieux, pouvait s'observer et s'étudier d'un autre point de vue, qui est celui de la science. Et nous lui sommes aujourd'hui redevables d'avoir transformé son expérience individuelle en probablement un jour vérité collective. Alors, effectivement, elle a reçu de son médecin généraliste l'adresse d'un psychiatre, mais les chercheurs qu'elle a rencontrés au Canada n'étaient guère plus enthousiastes sur son état de santé mentale. Et la première question qu'ils se sont posées en regardant ces EEG, c'était de savoir si l'état de transe représente une psychopathologie ou un mode anormal mais non pathologique. Et c'est ce qui ont fait qu'ils ont comparé le cerveau de Corinne et surtout ses EEG à ceux de femmes schizophrènes ou maniaques ou déprimées. Bon, heureusement, la science était aussi là pour, d'un point de vue non clinique, et de voir quelles étaient les altérations du fonctionnement cérébral qui accompagnent la transe, avec l'hypothèse que l'hémisphère gauche, qui est généralement dominant, est activé quand on est conscient et qu'on parle, comme je le fais en ce moment. Eh bien, cet hémisphère gauche va s'effacer pour laisser place à l'hémisphère droit, qui lui est activé dans des états modifiés de conscience et qui est en phase à la fois avec le sensoriel et le non-verbal. Alors, juste avant d'arriver au résultat de cette étude, il existait quand même au préalable un certain nombre d'autres études qui avaient été faites sur les états modifiés de conscience et pour lesquels on avait déjà des points de repère. Alors, il y a ce que je viens de dire à l'instant, que quand on est dans un état modifié de conscience. Alors, état modifié de conscience, il faut préciser, hein, c'est la méditation, c'est l'hypnose, c'est le sommeil, c'est le coma,
c'est l'anesthésie, c'est la réalité virtuelle, c'est l'utilisation de substances psychédéliques. Vous voyez, donc il y a énormément de façons d'induire des états modifiés de conscience. Et donc d'autres études ont mis en avant un certain nombre de critères, ou en tout cas de résultats communs. Donc il y a cette fameux déplacement de la dominance vers l'hémisphère droit. Il y a une plus grande proportion et amplitude de la bande alpha avec une synchronicité antérieure-postérieure. Alors, alpha, c'est ici, c'est des ondes, donc c'est des ondes où on est en situation de relaxation, ou de visualisation ou de créativité. Globalement, on va des ondes les moins fréquentes. On est entre 0,5 et 3 Hz et demi pour tout ce qui est la guérison, le sommeil ou la conscience détachée. Et quand on est très, très concentré, comme vous l'êtes en ce moment, vous êtes en onde gamma. Et on est dans des 80 à 100 Hz. 1 Hz étant une oscillation par seconde. Donc, ça veut dire qu'il y a 80 oscillations de votre cerveau chaque seconde quand vous êtes en train d'écouter Corinne, par exemple. Alors, on a également des salves synchrones d'ondes θ de haute tension qui sont corrélées avec des rapports subjectifs de conscience béate, accompagnés d'une riche imagerie visuelle et la dissolution des limites de l'ego. On a également une augmentation de la puissance gamma qui représente une activation corticale diffuse et un traitement intégratif de l'information consciente. On a une synchronisation de l'activité EEG, ce qui a été mesuré chez Corinne, entre les lobes frontaux gauche et droit, qui peut s'accompagner d'une hypoactivation frontale progressive dans les formes les plus profondes de la transe. Enfin, on a un changement généralisé vers la dominance parasympathique et la libération d'opioïdes endogènes, phénomène que vous connaissez bien pour tous ceux qui courent, par exemple, qui peuvent être responsables des rapports subjectifs d'extase et de la diminution de la perception de la douleur, comme ça a été mentionné par Corinne tout à l'heure. Alors, voici rapidement les résultats. Alors, on est dans ce qu'on appelle une étude de cas, c'est-à-dire on a un cerveau d'une personne qui est ou non en transe, et on compare ça donc à un groupe de femmes qui ont un âge à peu près similaire, qui sont également droitières. Et rapidement, on peut dire que l'EEG de Corinne en transe est similaire à celui des 80 femmes dans les bandes alpha, θ et delta, mais diffère dans les bandes bêta, qu'elles soient basses ou hautes. Et là où les chercheurs canadiens ont tiqué, c'est qu'ils se sont aperçus que, quand on compare avec des femmes souffrant de schizophrénie ou de manie ou de dépression sévère, ils révèlent que les scores de Corinne correspondent à ceux des femmes dépressives ou schizophrènes pour les ondes bêta élevées et à ceux de femmes maniaques pour les ondes delta et bêta élevées. Alors, par ailleurs, en état de transe, Corinne présente une cohérence réduite dans l'hémisphère droit et une cohérence accrue dans l'hémisphère gauche. C'est notamment vrai pour l'onde bêta. Et puis, il y a également 2 foyers symétriques de puissance accrue dans les 2 hémisphères, dans les régions centro-temporales, qui suggèrent une perturbation de l'intégration interhémisphérique. Vous savez, cette fameuse structure qui fait dialoguer les 2 hémisphères et qu'on appelle le corps calleux. Et comme pour les méditants expérimentés qui exhibent des changements persistants à l'état de repos, eh bien, le cerveau de Corinne présente dans l'hémisphère droit une augmentation d'activité en frontale et précentrale dans les bandes delta et bêta, et en pariétale post-centrale dans la bande gamma. C'est important cette affaire, ça veut dire qu'il y a ce qui se passe quand on est en transe, mais il y a aussi ce qui se passe au fil des ans quand on est un praticien régulier de cet état modifié de conscience. C'est vrai pour les méditants, c'est vrai probablement pour les gens qui sont en auto-hypnose, et bien c'est vrai également pour la transe. En tout cas, c'est vrai pour Corinne. Alors, il y a eu une sorte d'imagerie cérébrale qui a été faite à partir de cette EEG, ce qu'on appelle la technique de tomographie électromagnétique. Et vous voyez donc les ondes qui varient. Globalement, elles sont en augmentation. C'est pas toujours les mêmes, et c'est pas toujours les mêmes selon l'hémisphère. Il y a des différences. Et en état de transe, on a une augmentation dans l'hémisphère droit
des bandes delta et theta par rapport à 78 témoins féminins, donc femmes droitières. Alors, ça nous amène à répondre aux 2 questions qui avaient été posées initialement. Oui, l'étude suggère bien qu'il existe certains parallèles avec les changements de l'EEG chez des patients souffrant de troubles psychiatriques, mais la transcognitive auto-induite n'est pas un état psychopathologique et ne peut être réduite à un phénomène clinique psychotique ou dissociatif. Ce qui était un peu rassurant, Corinne a quand même pu retraverser tranquillement l'Atlantique sans avoir été internée en Canada. Et il existe une dominance hémisphérique droite généralisée pendant la transcognitive, avec notamment une inhibition de la voie transcalleuse, donc ce fameux corps calleux, et également un passage spécifique du mode de conscience préfrontal antérieur au mode postérieur droit. Voici ce que l'article conclut. Le passage au mode de conscience dominant vers l'hémisphère droit, plus ancien dans l'évolution, peut aider à transcender les constructions théoriques établies de l'hémisphère gauche, fondées sur nos interactions développementales et culturelles, et permettre une expérience nouvelle, gestaltiste, de la réalité physique et sociale, conduisant à une prise de conscience qualitativement différente du problème à l'étude. Une autre façon de résumer ce qui se passe à travers cette étude, c'est qu'on a une conscience donc en mouvement, où on a à la fois une activation de l'hémisphère droit qui suggère une sollicitation des capacités d'imagination et de créativité de la transeuse, et un déplacement de l'activation de l'avant, les fameuses régions préfrontales, vers l'arrière, les régions temporopariétales, et cela évoque un transfert de la conscience interne, la conscience de soi, vers la conscience externe, autrement dit la conscience de l'environnement. Voilà, ça c'était donc la toute première étude. Pas découragée, Corinne s'est dit, on va continuer. Et après le Canada, elle a testé un autre pays, la Belgique. Quand on a eu ces résultats où on voyait qu'il y avait vraiment avec la transe une modification profonde du fonctionnement cérébral, la question était pourquoi il n'y a qu'une trentaine de chamans en Mongolie? Est-ce que les chamans ont un cerveau spécifique, un cerveau spécial? Cette étude l'invalidait puisque j'avais un cerveau dans la norme. Et donc, l'autre possibilité, c'était que le tambour soit pas un stimulus suffisamment puissant pour pouvoir déclencher une tranche chez une majorité de gens. Donc, je suis partie là-dessus. C'était ça l'intuition de départ. Et on a mis en place, ça a pris quelques années, hein, ça c'est arrivé fin 2015, donc on a commencé en 2001 hein, l'expérience. Donc fin 2015, on a pu avec un chercheur mettre en place des boucles de son qui n'étaient plus du son de tambour. Ça je vais passer sur la façon dont on s'y est pris, on pourra en parler plus tard si vous voulez. Des boucles de son qui pour moi étaient plus efficaces, beaucoup plus efficaces que le son du tambour. Donc ces boucles de son, on les a testées pour la première fois à l'école des Beaux-Arts de Nantes avec les étudiants de l'école des Beaux-Arts qui voulaient bien faire l'expérience, parce que j'avais fait des conférences avant à l'école des Beaux-Arts de Paris, aujourd'hui on collabore. Et donc c'est la première fois qu'on va faire écouter ces boucles de son à des gens qui les ont jamais écoutées. C'est la première fois qu'on va les tester. Et l'idée c'était ça va les mettre en transe ou pas. Voilà. Et la surprise, ça a été, enfin la surprise, on espérait ça, c'est que 80% d'entre eux ont vécu une transe. Donc on passe de 0,001% à 80% grâce à des outils qui sont plus efficaces que le son du tambour et des outils qu'on a mis en place avec des chercheurs. Alors quand on parle de transe, ça veut dire qu'ils ont vécu quelque chose pas de similaire à ce que j'ai vécu, parce que chacun vit la transe qu'il a besoin de vivre. Il y a autant de trans que de transeurs, et donc chacun a vécu soit l'émission de son, soit des mouvements, soit des transformations animales. Il y a eu toutes sortes de transformations, en tout cas quelque chose qu'ils n'avaient pas décidé de faire, qui s'est passé. Je précise bien qu'on reste conscient pendant toute l'expérience, c'est-à-dire que ce phénomène de dissociation fait qu'on se voit en train de faire quelque chose et qu'en général, on a envie, on a un besoin presque irrépressible de se mettre à faire donc, un animal ou de faire ce mouvement pendant, voilà, on va se regarder faire ça, ou on va avoir envie de faire ça, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le laisse faire parce qu'on sait que c'est le processus de transe et qu'il y a une raison à ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de comprendre.
Donc à partir de là, on a pu avoir autant de sujets d'études qu'on voulait, dans la mesure où on a fait écouter ces boucles de son. Alors bien sûr, les scientifiques m'ont dit ouais, mais ça marche sur les artistes. Les artistes, c'est facile, ils sont toujours en état de transe de toute façon. L'état de création lui-même est un état modifié de conscience profond et plus ou moins avec un état d'absorption plus ou moins profond. Donc c'est facile, t'as rien démontré du tout. Voilà. Donc on a testé après avec les scientifiques, les chercheurs, les cliniciens, des profils qui a priori serait moins adapté à ce genre d'expérience, et ça a été exactement le même pourcentage. Donc aujourd'hui, en faisant évoluer ces boucles de son, on arrive à 90% de gens qui vivent une transe après l'écoute de ces boucles de son. L'idée, c'était qu'une fois qu'ils ont vécu cet état de transe, est-ce qu'on peut leur apprendre à auto-induire la transe, c'est-à-dire à la déclencher par la volonté, comme moi-même j'avais appris à le faire. Donc j'ai mis en place une méthode qui permet en 4-5 jours à des gens, de vivre des transes grâce à ces outils sonores, d'identifier chez eux qu'est-ce que c'est que l'état de transe, et après de pouvoir le reproduire à partir d'éléments d'induction qu'on leur apprend à observer chez eux, qui sont propres à chacun, avec des grands types. Et donc, grâce à ça, ils sont capables d'auto-induire, de déclencher une transe à volonté. Voilà, donc aujourd'hui, ça nous fait autant de sujets d'études qu'on veut, et ça intéresse bien sûr la recherche. C'est à partir de là qu'on a pu commencer des recherches beaucoup plus poussées, pas seulement sur un seul sujet, mais sur plusieurs sujets, et c'est François qui va en parler. Alors, nous voilà donc revenus en Europe et à Liège. Eh bien, de nouveau l'EEG avec des casques plus sophistiqués, le nombre d'électrodes est plus important, mais ce n'est pas la seule différence. Donc, on est toujours dans une étude de cas, hein, c'est une personne vis-à-vis du reste de l'humanité. Et donc, Corinne va être analysée à la fois en état de conscience ordinaire et durant la transe. Et cela va donner l'objet donc d'un deuxième article qui, cette fois, ne pose qu'une seule véritable question, c'est évaluer les changements induits pendant la transe par de la réactivité électrique des circuits corticaux. Et cette fois, la technique est un petit peu différente puisque les chercheurs vont utiliser la stimulation magnétique transcrânienne. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier un peu, mais c'est un anneau magnétique qu'on pose à proximité du crâne et qui permet de stimuler des régions corticales, cortex moteur, cortex sensoriel, par exemple. Et donc, dans cette étude, les chercheurs vont enregistrer les potentiels EEG provoqués par la TMS quand Corinne a les yeux fermés, pendant l'état de repos et pendant la transe. Je crois aussi que tu le fais les yeux ouverts. Hein. Je crois que tu fais que les yeux fermés. Après chaque session, Corinne a exprimé son expérience subjective et noté sa perception du temps. Combien de temps avait duré l'expérience selon elle, son niveau d'excitation, c'est-à-dire son état d'éveil, son absorption, c'est-à-dire son implication dans l'expérience, et enfin sa dissociation, c'est-à-dire sa séparation mentale de l'environnement. Alors, le ressenti subjectif, eh bien, je pourrais laisser Corinne lire, mais enfin, c'est ce qui est écrit dans l'article. Hein. Pendant la transe, Corinne s'est sentie plus éveillée. Elle a ressenti une dissociation plus élevée et a chiffré le temps de manière distordue, puisque, selon elle, l'expérience avait duré 8 minutes pour la session frontale et 2 minutes pour la session pariétale, alors que c'était 15 minutes. Elle a donné 15 minutes pour le repos, évidemment, et la durée réelle était de 15 minutes, donc elle a laissé échapper 5 minutes sur le temps de l'expérience. Et donc, quand la TMS était appliquée sur le cortex frontal, eh ben, elle a eu la vision d'un samouraï avec un chant bien ancré. Puis j'ai vu un personnage féminin harmonieux qui semblait venir de Thaïlande avec un chant aigu. Après, il y avait des mouvements d'harmonisation. Il y avait une spirale qui essayait d'attraper le petit pic qui était sur ma tête. Alors, en l'occurrence, il y avait une bonne raison à ce qu'elle ressente ça, puisque c'est ce qu'elle avait effectivement sur le crâne. Et d'autres sons sont arrivés avec la sensation qu'il travaille sur le corps pour rétablir l'harmonie. Quand les chercheurs se sont attaqués au cortex pariétal, alors ça a changé de paysage. Elle a vu une petite fourmi et ensuite jeté cette fourmi. Je suis monté dans un arbre et je suis tombé de l'arbre. Après, j'ai eu des visions d'insectes et de gros lézards. J'ai vécu une nouvelle transformation avec le sentiment de devenir autre chose, comme un iguane.
Puis ma langue a commencé à sortir avec la sensation de la langue d'une tortue. Après, il y avait les sifflements des serpents. Je suis passé par tous les reptiles. J'avais un sentiment de joie, j'avais envie de rire. Puis ma respiration a changé, elle est devenue très lente. J'ai compris que ma langue était à l'endroit parfait et j'ai pensé, la transe m'apprend à mettre ma langue pour ralentir l'expiration afin d'induire un sentiment d'extase. Ensuite, ce fut une joie pure, un bonheur total, une énorme expansion de ma perception de moi-même. Alors, il faut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est Corinne Sombrin, et donc il y a une imagination très forte et des perceptions particulièrement développées. Je peux vous assurer que ce n'est pas mon cas, par exemple. Je ne vois pas ni d'iguane ni de fourmis et je ne me transforme pas facilement en un animal. Ce qui n'empêche pas de ressentir comme Corinne cette sensation de joie pure, éventuellement d'extase, en tout cas de bonheur. Donc voilà, chacun a sa façon d'exprimer ou de s'exprimer durant une transe, mais en tout cas, je partage tout à fait ce sentiment tout à fait délicieux de bonheur. Alors, ça, c'est le ressenti. La mesure objective, alors ça vous paraît assez dérisoire, mais ceux qui connaissent un peu cette technique verront que la ligne rouge est quand même assez bien distincte de la ligne noire et que l'écart qui vous paraît minime est en fait un écart tout à fait impressionnant. Donc, Corinne, enfin le cerveau de Corinne, c'est la ligne rouge quand elle est en transe et le cerveau de Corinne, quand elle est au repos, c'est en noir. Et donc, toutes les mesures vont montrer pendant la transe cognitive que toute la plupart des mesures diminuent avec la stimulation pariétale et elles augmentent pendant la stimulation du cortex frontal, tout ça par rapport à l'état de repos. Donc j'ai pas de... Si, je peux peut-être le montrer là. Donc là, on est en frontal et vous voyez l'augmentation de l'EEG et la diminution en pariétale. Et donc, il est suggéré par l'article que l'augmentation des réponses cérébrales pendant la stimulation pourrait être liée à l'attention focalisée sur les stimuli internes et qu'une activation accrue dans les régions prémotrices induite par l'imagerie mentale des mouvements, des sons et des scènes visuelles. En revanche, une diminution pendant la stimulation du cortex pariétal pourrait être liée à une moindre conscience de l'environnement, cette fameuse conscience externe dont on parlait tout à l'heure, et donc à une implication plus faible des zones pariétales pendant un état où l'activité cognitive et de pensée est accrue. Voilà, pour ces deux études qui pour l'instant sont les deux seules qui peuvent parler sérieusement et scientifiquement de ce qui se passe dans un cerveau. L'équipe de Liège va poursuit et a poursuivi et va bientôt publier un article sur 27 transeurs qui auront eu dont le cerveau a été enregistré avant et pendant la transe. Et je vais laisser la parole à Audrey qui va nous parler, qui va ébaucher cette étude, mais va vous parler plus généralement de l'avenir de nos études dans ce domaine. Donc là, on s'est attardé un peu sur les deux études qui avaient été menées donc dans le domaine des neurosciences, qui sont des études de cas, donc sur une personne, accessoirement Corinne, une personne assez extraordinaire. Mais l'idée, c'est que de plus en plus, maintenant, du fait de l'accessibilité rendue à cet état si particulier qu'est la transe, de plus en plus de chercheurs et de chercheurs dans de nombreux champs disciplinaires vont tenter de mieux comprendre ce qu'est cet état à une échelle plus large, à l'échelle d'un groupe en fait, puisqu'avant Corinne, cet état n'était pas accessible à une humaine comme moi, par exemple, une humaine lambda. Voilà. Donc, je voulais simplement repartir un petit peu sur des notions, en tout cas, vous donner une idée de la manière avec laquelle cet état cette pratique, procédure va de plus en plus s'intégrer dans finalement des champs de recherche qui sont déjà bien installés et qui ont trait donc à l'étude des états qu'on appelle les états modifiés de conscience, mais qu'on va de plus en plus appeler non ordinaires de conscience, par opposition à ce qu'on pourrait définir comme un état ordinaire de conscience. Alors là, vous vous demandez, c'est quoi un état ordinaire de conscience ? C'est tout ce qui vous paraît quasi standard par rapport à une norme que vous avez. À l'inverse, non ordinaire serait tout ce qui n'est pas cet état standard dans cette norme. C'est très difficile à définir. En tout cas, la transe
on la considère comme un état mental qui donc, fait partie de ces états non ordinaires de conscience, mais au même titre que d'autres états que vous connaissez peut-être un peu mieux, qui sont la méditation, l'hypnose, la relaxation, les expériences de mort imminente, j'espère pas que vous les connaissez un peu mieux, mais néanmoins, en tout cas des états peut-être avec lesquels vous êtes les plus familiers, vous en avez peut-être plus entendu parler, ou même vous les pratiquez. Parce que l'idée, c'est aussi que, en fait, cet état qui peut parfois paraître presque un peu extraordinaire qui sort de l'ordinaire, en fait. Finalement, 90% des sociétés humaines ont institutionnalisé la pratique de ces états dans leur culture. En vous partageant ça, c'est pour vous partager le fait que finalement, cet état est quelque chose, c'est un état commun. C'est un état humain, en fait, qui survient spontanément ou qui peut être induit par des pratiques ou des rituels. Et donc, comme je vous le disais, une manière de le décrire, c'est de considérer que cet état, finalement, ça se matérialise par une déviation de votre expérience subjective de la réalité par rapport à certaines normes générales qu'on a dans un état de veille, en fait. Donc, il existe différents types de transes qui vont être associés à des contextes rituels, culturels, spirituels qui sont divers. Donc, vous entendrez peut-être le terme de transe chamanique, de transe hypnotique, de transe psychédélique. Et donc là, nous, on parle d'une transe spécifique qui est nommée la transe cognitive auto-induite. Donc, auto-induite notamment par le fait que, en fait, dans cette pratique, le participant, la personne, induit de façon volontaire, intentionnelle et indépendamment de toute stimulation cet état. Donc, j'ai indiqué exemple de tout contexte rituel. C'est vrai et pas complètement vrai non plus, dans le sens où l'apprentissage de cet état se fait lui aussi quand même dans une sorte de rituel. Un rituel qui n'implique pas forcément une représentation imagée comme on pourrait le voir dans certaines cultures, ou avec le tambour, ou avec toutes les franges bleues qu'on pouvait voir par exemple sur les images, les photos que Corinne vous a présentées, mais il n'en est pas moins que cet apprentissage-là se fait d'une certaine manière, d'abord par l'écoute de boucles sonores, puis ensuite par l'accompagnement vers une induction seule. Donc elle semble plus détachée d'une ritualisation dans certaines cultures, mais elle permet néanmoins, comme le disait François, c'est une avancée majeure, c'est que on peut se permettre de l'étudier. Oui. Et donc, associés à cet état, vraisemblablement, les participants, qu'on appelle les transeurs, les transeuses, vont partager, avoir une conscience assez réduite de l'environnement extérieur. À l'inverse, de ressentir, enfin, en tout cas d'être animé par une imagerie intérieure très développée, un traitement somatosensoriel modifié. Donc, somatosensoriel, la manière avec laquelle on perçoit nos informations tactiles qui viennent de l'extérieur, ou de nous-mêmes, en fait, et avoir un sens altéré de soi, du temps et de l'espace. En fait, ces différentes dimensions de l'expérience, de ce phénomène, ces dimensions phénoménologiques, elles semblent être aussi partagées par l'ensemble des états non ordinaires de conscience, les dimensions principales que les chercheurs essaient de caractériser de plus en plus et qui regrouperaient ces différents états, ont trait soit à la perception de soi, soit au sens de l'agentivité. Donc l'agentivité, c'est à quel point vous vous sentez acteur de vos actions, et la perception de la douleur. Perception de la douleur, pourquoi? Parce que vraisemblablement, cet état-là induit une absorption particulière dans le moment qui peut avoir un effet sur la manière avec laquelle on va porter notre attention, et, par exemple sur des stimuli nociceptifs, ou, comme François l'a suggéré tout à l'heure aussi, il est possible que la libération de certaines substances particulières puisse altérer le traitement de stimuli douloureux. Bref, certaines dimensions de ce que les gens vivent en transe sont retrouvées aussi dans d'autres états non ordinaires de conscience, mais pas que. Elle aurait ses spécificités et ses similitudes, et c'est ce qui est en train d'être de plus en plus étudié. Donc la transe cognitive auto-induite, qui est finalement
qu'on vous a présenté là tout à l'heure et qui a été développé, mis en place par Corinne et qui est réalisé au sein de l'Institut de formation Translab. Donc c'est en fait c'est un protocole finalement standardisé d'apprentissage de cette méthode et qui va impliquer un certain nombre d'heures de formation, souvent réparties sur 4 ou 5 jours, selon un programme qui est certifié Calliope, qui d'abord passe par l'écoute de ces boucles sonores particulières, qui s'accompagne d'une genèse de mouvements corporels, de vocalisation, ou plus précisément que de vocalisation, de ce que vous avez peut-être entendu tout à l'heure, le proto-langage. Donc, je vais y revenir après. Et grâce à un accompagnement progressif qui est mis en place pendant cette formation, donc les participants repèrent une méthode d'induction seule jusqu'à arriver à induire seul par leur unique volonté cet état. Et donc le bénéfice en fait de ce protocole, enfin l'avantage, et évidemment que moi je perçois surtout en travaillant en neurosciences, c'est que cela permet que les gens induisent quasi spontanément, en tout cas au bout de 2 à 3 minutes, et d'avoir appris à le faire sans bouger, sans sauter partout, ce qui rendrait complètement impossible des mesures de leur cerveau via un EEG ou via un IRM, donc de pouvoir accéder à ce qui se passe en fait, pendant cet état-là. Et oui, ma souris, j'ai perdu ma petite souris. Elle est là. Hop. Alors, et là, donc justement, grâce à ça, c'est ce qui a été permis à Liège, donc dans l'étude François a parlé aussi tout à l'heure, et qui implique 27 transeurs et transeuses qui ont été formés à cette pratique, et pour lesquels, en fait, on a enregistré donc différentes conditions via également un électroencéphalogramme, le bonnet là avec toutes les petites électrodes que vous voyez. Donc, je disais donc 5 conditions d'enregistrement, qui étaient donc un enregistrement de repos quand les gens ne font rien, un enregistrement lorsqu'ils sont au repos mais qu'ils écoutent des sons, et quand ils imaginent une transe, et quand ils sont en transe, et quand ils écoutent un son plus la transe. D'accord ? Et ces différentes conditions étaient comparées. Alors, à chaque fois, on recueillait leur ressenti subjectif, et également sont en cours les analyses EEG, donc les analyses des signaux cérébraux. Donc ces données vont être comparées avec une banque de données de participants qui, eux, étaient soit en hypnose et une banque de données de participants en méditation. Toujours dans l'idée de, voilà, on a besoin de plus en plus d'essayer de comprendre les particulariets de cet état par rapport à d'autres, parce que c'est un modèle théorique encore tout jeune, et c'est un modèle pourtant théorique très intéressant, comme tous les autres états non ordinaires de conscience, justement pour essayer de comprendre la conscience, en fait, qui est un champ disciplinaire immensément vaste. Alors, en termes de ressenti subjectif, donc ce que l'on sait déjà, qui nous a été partagé par les 2 chercheuses à Liège, c'est que, donc, effectivement, le ressenti subjectif des participants semble être modifié, d'une part au niveau de leur évaluation du temps. Beaucoup rapportent un niveau de bien-être et de joie et de paix intérieure plus intense, donc une intensité des perceptions, donc extrasensorielles, voire parfois des sorties de corps, le sentiment d'être projeté parfois dans d'autres réalités, donc connexion avec un autre monde. Donc ça renseigne aussi l'idée que la perception de soi et du reste du monde extérieur, elle est parfois changée. Ce sont des dimensions qui sont assez communes dans ces états. La notion de floutage entre soi et le reste du monde. Voilà, et le score de transe, un score de transe plus élevé par rapport à un score en état ordinaire. Et concernant alors ça c'est l'analyse du discours, donc vous voyez en vert donc des participants qui sont en transe, parce qu'effectivement il y a comme vous l'aurez peut-être un peu imaginé quand vous lisez les rapports subjectifs des expériences de Corinne, comme tout à l'heure on vous l'a partagé avec le samouraï, l'iguane, voilà, donc
l'expérience vécue pendant la transe peut être très riche et la nature, les dimensions vécues pendant ces trans, elles sont aussi à analyser. Et donc, ça va passer par des interviews a posteriori de l'expérience et par des analyses du discours des transeurs. Et donc là, sont comparés justement les différents vécus dans différents contextes, soit l'imagination, la transe, reste et imagination, donc repos, et trans avec un son. Et donc le papier est en préparation. Alors voilà, ça c'est pour ce qui est déjà bien avancé. Donc maintenant, parlons un petit peu de ce qui va se lancer très, très prochainement. Donc voilà, Transscience regroupe maintenant une communauté, comme François le disait tout à l'heure, de à peu près 150, 200 cliniciens, chercheurs qui sont formés et qui voilà, projettent de nouvelles études dans différents champs disciplinaires. On a choisi de vous parler de certaines d'entre elles. Et juste après moi, Valérie viendra vous présenter un exemple d'études préliminaires à une étude clinique. Alors, la recherche fondamentale, donc en lien avec par exemple, la notion d'absorption et aussi d'altération de la perception de la douleur que j'ai mentionné tout à l'heure, est en cours à Liège une étude également sur l'altération de la perception de la force, avant, pendant et après une transe. Donc, pour faire cela, là, vous voyez, c'est Corinne qui est en train qui est dans un état de transe, en train de soulever à poids et d'appuyer en même temps pour mesurer quelle force elle peut exercer sur le nom de cet outil, je ne le connais pas. Mais bon, en tout cas, il s'agit de mesurer le niveau de force des individus dans un état de transe versus un état de repos. Donc là, 20 individus ont déjà été testés et les résultats préliminaires nous indiquent une augmentation de la force pendant cet état par rapport à un état de repos. Et les gens sont capables de soutenir un effort plus important pendant plus longtemps. Donc ça ouvre des perspectives intéressantes, notamment pour des applications pour des sportifs. Alors ensuite, comme vous l'avez un peu remarqué, c'est que d'abord la transe, c'est quelque chose qui a été approché pour les artistes par les artisans. Donc de plus en plus de projets sont réalisés avec des artistes. Donc, notamment un projet qui a été initié par Simon Mayer, c'est un chorégraphe, un danseur qui utilise la transe maintenant dans ses performances artistiques. Il est comment on dit le nom? Turbish dancer? Non, c'est comment les noms des danses qu'il fait? Turbish Turner, voilà, exactement. Merci beaucoup. Et grâce à la transe, en fait, lui, il parvient à prendre des positions complètement inédites, justement à soutenir un effort beaucoup plus long. Et du coup, il réalise un ensemble de projets sous le format du Transart Research. Et la transe a été aussi rendue accessible aux étudiants des Beaux-Arts à Liège. Par exemple, on voit des artistes qui d'abord commençaient à dessiner de la main droite, puis d'un coup saisissent leur crayon de la main gauche ou inversement, enfin l'expression quasiment de gestes spontanés et nouveaux, d'approche de nouveaux mouvements, de nouvelles techniques qui leur arrivent spontanément dans ces états ou juste après cet état en fait. Et là, nous allons initier aussi un projet avec des étudiants de l'école des Beaux-Arts à Aix-en-Provence pour essayer de évaluer en fait dans quelle mesure la transe pratiquer c'est quelqu'un qui entend pratiquer à moyen et un peu long terme a des effets sur le niveau de créativité. Donc une autre chercheuse va par exemple s'intéresser à essayer de caractériser quel est ce proto-langage, ce que l'on a nommé comme tel pour parler du langage de la transe. Donc déjà, quelles sont les caractéristiques de ce langage et quelles sont est-ce qu'il a une sémantique particulière? Est-ce qu'il est perçu par tous de la même manière? Quelles sont les intentions qui sont véhiculées
dans ce langage, est-ce qu'il est similaire ou différent à d'autres langages? Est-ce que c'est un langage universel? Et en fait, comment notre cerveau, de transeurs ou d'individus non formés à la transe, est-ce que nous traitons cette forme spécifique de langage? Voilà. Un autre projet va s'initier avec un groupe de médecins urgentistes, justement pour essayer d'évaluer les effets de cette pratique sur la gestion du stress, la gestion de la charge émotionnelle et la prise de décision en situation d'urgence. L'idée étant que, de la même manière que d'autres états non ordinaires de conscience, la transe peut avoir des effets sur les mécanismes de gestion émotionnelle et également de réactivité face à des stimulations négatives. Dans le sens où les individus qui pratiqueraient la transe, ou comme les individus qui pratiquent par exemple l'hypnose ou la méditation, présentent comme une sensibilité moindre à des situations négatives. On aimerait savoir si la transe, elle aussi, a des effets sur ça, sur la manière avec laquelle on gère des situations complexes, dites négatives en fait. Et il y a des grandes chances que ce soit également un outil intéressant pour gérer le stress. C'est-à-dire pour réduire le niveau d'anxiété des individus, tout comme cela a été également montré dans les autres études sur les autres états non ordinaires de conscience. Donc là, l'intérêt aussi, c'est que c'est réalisé c'est vraiment appliqué. C'est-à-dire que c'est intéressant de le montrer sur des gens qui ne sont pas forcément confrontés à des situations d'urgence. Comme moi, par exemple, normalement, je ne dois pas gérer toutes les 5 minutes une situation très, très complexe. Et là, on va vraiment étudier des personnes, des pompiers, des médecins urgentistes qui sont en permanence confrontés à des situations très, très complexes. Et donc, on va mettre en place un paradigme, avec 2 groupes, un groupe contrôle. Voilà. Et dernier aspect de recherche fondamentale, mais il y en a d'autres encore dont on pourrait vous parler. Et voilà, c'est d'essayer de caractériser de façon globale, parce qu'effectivement, il y a l'aspect cerveau, mais il y a aussi l'aspect du corps dans son ensemble. En fait, d'un point de vue holistique, quels sont les effets, les changements induits par la pratique de la transe, mais à long terme également. À savoir donc l'aspect cognition sociale que je porte à Lyon et d'essayer de comprendre comment est-ce que la transe peut-être changer la manière avec laquelle nous nous rapportons à autrui, la manière avec laquelle nous sommes capables de traiter les émotions d'autrui, de prendre la perspective d'autrui. Donc ce projet est principalement basé sur des mesures en comportement et en en tout cas des mesures cérébrales. Et donc voilà, le cerveau, c'est effectivement un aspect, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont intéressants à explorer, qui sont, par exemple, est-ce que la transe a aussi des effets au niveau physiologique, en fait? Et c'est notamment le projet que porte François, qui lui aura plutôt lieu à Marseille, et à savoir, est-ce que, par exemple, la transe équilibre notre métabolisme? Donc, nous projetons de réaliser une analyse de ce qui est appelé le métabolome et le lipidome, donc à partir d'échantillons de sang et d'urine de participants qui transent depuis un certain nombre de temps. J'arrive doucement sur les aspects plutôt cliniques parce que, là encore, on suspecte très fortement des bénéfices thérapeutiques de ces pratiques. Là, je vous ai juste avant présenté des aspects plutôt fondamentaux, mais les conséquences de certains des effets observés d'un point de vue fondamental bénéficient à des aspects cliniques. Dans le sens où, en fait, il y a déjà des données qui nous permettent de supposer que la transe, comme les autres états non ordinaires de conscience, elle pourrait avoir des effets sur différentes pathologies ou troubles. Et par exemple, on sait que donc c'est dans une revue de la littérature qui est sortie très récemment, que ces états particuliers de conscience, en fait, ils pourraient participer à initier et à maintenir des changements comportementaux vers un plus grand bien-être, une réduction du stress et des habitudes de vie plus saines. C'est ce que j'ai commencé à vous partager. Ça ne vient pas juste de moi, c'est une revue qui fait état en observant ce qui a été montré en répertoriant ce qui a été montré pour la méditation, même l'utilisation de substances psychoactives, la relaxation, bref. Il y a vraiment des bénéfices sur la qualité de vie des individus.
Donc, de la même manière, c'est pas absurde de supposer que la transe, elle aussi, aurait ces effets-là. Et donc, ces différentes catégories-là que je vous présente, c'est issu en fait d'une revue aussi de la littérature qui n'est pas encore publiée, mais qui a été réalisée par un sorte de consortium de chercheurs qui viennent des différents domaines, donc des experts de la méditation, des experts de l'hypnose et des experts de l'étude des effets des substances psychoactives qui ont essayé de reviewer déjà pour chacune de ces grandes catégories d'états quels effets avaient été observés sur quelle pathologie. Donc ce que vous pouvez voir déjà, c'est que des bénéfices auraient été observés sur les différents, par exemple les troubles dépressifs, d'anxiété, les PTSD, également sur des troubles liés à des addictions. Le traitement de la douleur revient également. Donc ça pareil, ça nous donne des indices très forts de qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que la transe ait comme effet. Même si, je le répète, elle a des similitudes avec ces différents états, mais elle a aussi ses spécificités. Et encore, comme tout est encore à étudier, on essaie de s'inspirer de ce qui a été fait dans les autres domaines, mais également sur la base de ces spécificités, d'en imaginer les effets. Et notamment, là, je voulais juste m'attarder un petit peu sur cette réflexion théorique sur pourquoi est-ce que les états non ordinaires de conscience auraient des effets thérapeutiques, et notamment, donc ce qui m'intéresse, si je vais passer vite, j'ai encore un petit peu, c'est le fait que, en lien avec le bien-être et en lien aussi avec le rapport à autrui, il semblerait que ces effets, par exemple, bénéficient le traitement émotionnel, bénéficient le traitement social et bénéficient le traitement de soi, et que la combinaison de tout cela, en tout cas c'est ce qui a été observé dans d'autres états, la combinaison de tout cela potentialiserait les effets thérapeutiques. Donc, on s'inscrit un peu également dans ce champ-là. Et là, j'avance. Pour vous parler donc d'une part de la première étude clinique qui est lancée en ce moment à Liège, sur des... Pardon, Aurélie, c'est du proto-langage. Donc, donc, une première étude clinique sur la qualité de vie de patients qui sont après 1 an de traitement contre le cancer. Donc, pour savoir si la transe, donc des patients en oncologie sont formés à la transe. Un autre groupe sera formé à la méditation et à l'hypnose, et à un groupe contrôle. Donc, pour savoir si ça améliore leur qualité de vie à l'aide d'une thérapie aussi. Et là, donc, je vais laisser la parole, maintenant que le langage est terminé, à Valérie pour vous parler d'un autre cas d'application clinique de la transe, qui sont les crises non épileptiques. Donc, bonjour à tous, je suis donc Valérie Picard, je suis psychiatre à la clinique Belmont à Genève. La clinique Belmont, c'est une clinique qui est spécialisée dans le traitement des addictions et des troubles des conduites alimentaires. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir partager avec vous mon expérience clinique de la transe cognitive, qui, à mon sens, est une approche totalement novatrice et extrêmement prometteuse pour nous soignants, mais aussi, je pense, pour tous nos patients. Alors, l'aventure, elle commence en septembre 2020, où on est un petit groupe de soignants, infirmiers, psychologues, médecins, diètes, etc., une équipe pluridisciplinaire. On est une vingtaine et on est formé par l'équipe de Corinne Sambrin. Donc, il y a 2 représentants aujourd'hui là, dans ce stage, et donc à cette approche-là. La pratique de la transe cognitive auto-induite, donc on apprend à auto-induire la transe, on expérimente ce processus-là. Donc quand on est médecin, vous aurez peut-être des questions là-dessus, mais effectivement ça bouscule pas mal de choses par rapport à notre apprentissage, par rapport à nos données de cliniciens rationnels et souvent tourné vers le pragmatisme et les neurosciences, en fait. Donc,
bouleverse plein de choses. Et comme la méditation de pleine conscience ou d'autres techniques, eh bien, il faut d'abord pratiquer quotidiennement et de façon individuelle pour apprendre à auto-induire et puis autonomiser le processus. Alors nous, on a la chance de pouvoir se regrouper chaque semaine pour pouvoir, en plus, notre petit noyau de soignants formés, transer ensemble. Donc, on fait ça une fois par semaine, ensemble. Et là aussi, c'est très intéressant en termes de qualité relationnelle, de ce que ça peut changer dans l'équipe. Voilà, ça ne marche toujours pas. J'ai un peu de mal avec les boutons. Moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? En mars 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça, une de nos infirmières est en soins avec une de nos patientes. C'est une infirmière qui fait partie du groupe formé à la transcognitive et elle assiste chez cette patiente à une crise dissociative dans laquelle elle va reconnaître des éléments qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut présenter quand on fait une transcognitive, et notamment ce fameux proto-langage. Alors la patiente, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a des mouvements incoercibles et répétitifs du monde supérieur. Elle se met à tapoter comme ça d'un seul coup sur la table. Elle a des mouvements de tête de droite et de gauche. Elle parle ce langage incompréhensible. Il n'y a pas de perte de conscience. Ça dure quelques minutes. Et ce qui fait que quand elle reconnaît ce proto-langage, l'infirmière se met à faire elle-même du proto-langage. Ce qui fait que ça permet à la patiente de se sentir, alors après on l'a questionnée pour savoir, de couper la crise, et cette patiente finalement s'est sentie rassurée parce que pour une fois, c'est vrai que nous soignants, quand on voit une crise comme ça, on est plutôt dans l'urgence et on se dit oulala, qu'est-ce que c'est, crise dissociative, épilepsie, etc. Point d'interrogation. Donc on a plutôt tendance à être proactif pour faire céder ces crises-là. Alors que là, tranquillement, elle le considère comme un élément pas si pathologique que ça. Elle se met à faire ce proto-langage avec la patiente, elle l'accompagne et ça stoppe la crise. Et cette patiente, elle nous disait encore tout à l'heure, finalement, ça l'a surpris, quelque part, de se sentir écoutée de cette façon-là. Et pour une fois, parce qu'on va voir dans son histoire que nous, c'était la première fois où on assistait à ce passage d'une véritable crise chez cette patiente, mais en fait, ça faisait depuis bien longtemps qu'elle en faisait, mais qu'elle le dissimulait, enfin qu'elle le cachait. J'aime pas le terme de dissimuler, je vais y arriver ce truc. Voilà. Alors, cette patiente, quelques éléments cliniques rapides, hein, elle a 49 ans, elle est mariée, elle est socialement très bien intégrée, donc c'est quelqu'un qui d'apparence, en tout cas, fonctionne très bien. Dans ses antécédents, on a une notion de maltraitance dans l'enfance et une notion d'hospitalisation à l'âge de 17 ans pour un épisode dont elle n'a jamais eu le diagnostic, présentation clinique d'une crise confusionnelle. Après bilan, c'était pas une crise d'épilepsie, donc ça a été évoqué crise psychogène non épileptique, crise d'attaque de panique, et puis elle en garde un souvenir terrible puisqu'elle dit on m'a traité d'hystérique, on m'a dit que je faisais exprès, que je simulais, et moi je ne pouvais pas sortir de cet état de crise. Et je me souviens très bien de cette infirmière qui m'a giflé en me disant qu'il fallait que j'arrête de vouloir attirer l'attention sur moi. Bref, cette patiente, elle nous a sollicité. Pourquoi? Parce qu'elle a développé une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines. Et puis, de façon sous-jacente, elle présentait un trouble dépressif récurrent qui évoluait depuis de nombreuses années. Donc, on la suit depuis 2019 pour l'indication que je vous ai donnée, donc hospitalisation. Nous, on a une orientation de psychothérapie que sont les thérapies cognitives et comportementales et un peu de la systémie. Et elle bénéficie, au moment où elle présente cette crise avec l'infirmière, d'un support en hôpital de jour, c'est-à-dire prise en charge individuelle et de groupe. Donc c'est un support assez intensif. Elle a un traitement médicamenteux, voilà, d'association. Et nous, depuis le départ, on suspecte une dimension traumatique chez cette patiente. Pour quelle raison? Parce que d'abord, elle n'a pas de souvenir de son enfance. Donc on pense à des éléments cliniques lors d'une amnésie dissociative. Et puis parce qu'elle est très gênée par tout contact physique.
Ça la gêne dans sa vie personnelle avec ses enfants. C'est quelque chose pour lequel elle ne prend pas de plaisir et elle a plutôt une réticence à ça. Voilà. Donc, quand elle présente cette crise, l'évolution depuis 2019 est plutôt relativement favorable, effectivement, parce qu'elle est abstinente et puis elle est contente d'être... Enfin, elle vit bien son abstinence. La thymie est stabilisée, mais cette patiente, elle a quand même une faille de l'estime de soi, une très mauvaise une perte de confiance en elle-même. Il y a quand même des symptômes dépressifs qui sont résiduels, une labilité émotionnelle et un fond anxieux. Et on a l'impression, enfin sa thérapeute référente a l'impression qu'on est dans une situation au niveau de la thérapie qui est quelque chose de bloqué. Certes, elle est stable, mais on n'arrive plus à avancer quelque part. Au moment où elle présente cette crise, dans la thérapie, elle commence juste à aborder ce sentiment de rejet, d'abandon, de maltraitance, hein, qui nous fait poser la dynamique de la d'une problématique d'attachement chez elle, et à évoquer un abus qu'elle aurait subi vers l'âge de 17 ans. Mais on n'arrive pas à aller plus loin. Et comme vous le savez, quand on a ces notions d'abus, ben, on va pas. C'est le patient qui donne le rythme hein, de est-ce qu'on traite, est-ce qu'on avance, comment on fait. Et là, on n'arrivait pas à avancer avec cette patiente. On fait un bilan neurologique, donc elle est hospitalisée après avoir vu un neurologue en ville. Il préfère la faire hospitaliser 72 heures au HUG, dans le service du professeur Vilmose, pour faire un bilan d'imagerie. L'IRM est négatif, et puis des enregistrements vidéo EEG nocturnes et diurnes. Et cette patiente, enfin nocturne, pardon, elle fait 4 crises typiques durant les 2 nuits qu'elle passe au HUG, et dont 3 surviennent en hyperventilation. Le diagnostic que nos collègues neurologues posent est crise psychogénique non épileptique, donc crise fonctionnelle. C'est très libérateur pour notre patiente parce que du coup, elle se sent reconnue dans le fait que oui, en effet, elle a quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la folie et qui n'est pas de l'ordre de la simulation. Donc pour elle, parce que nous on lui dit bah, c'est plutôt très rassurant, il n'y a pas de problématique organique, neurologique, donc tout le monde est rassuré. Mais elle, c'est pas ça son point de réassurance, c'est plutôt la validation que en effet, elle ne fait pas exprès. En effet, c'est pas pour attirer l'attention. En effet, on la reconnaît dans la difficulté de ces crises qui perturbent son quotidien. Et nous, on décide de finalement poser un cas d'étude avec une hypothèse de départ qui sont que les épisodes dissociatifs de cette patiente, en fait, seraient des passages spontanés en transe cognitive qui auraient sans doute un lien avec peut-être un vécu traumatique. Et l'objectif de départ, c'est de former cette patiente à la transe cognitive auto-induite pour lui apprendre à stopper ces passages, bref, à piloter ces crises dissociatives, à les stopper, à les différer, pour que ça puisse très rapidement améliorer sa qualité de vie, parce qu'effectivement, ces crises se déclenchent un petit peu n'importe quand. Alors, il y a 2 déclencheurs principaux. Un, les douleurs, quand elle ressent une douleur physique. Voilà, quand même pas mal de douleurs qui sont en lien avec la dimension émotionnelle, hein, donc c'est plus proche d'un trouble somatoforme qu'autre chose. Et puis, quand il y a une activation émotionnelle importante. Donc ça peut survenir par exemple à l'occasion d'une discussion quand elle est à table avec ses enfants, avec son mari, et puis qu'il y a quelque chose qui l'active. Donc il y a des répercussions aussi sur la famille, sur son quotidien. Donc Corinne Sambrin est d'accord pour venir travailler avec cette patiente et lui apprendre les techniques de la transe cognitive auto-induite. Et puis on met en place un suivi que je fais en transe accompagnée avec elle 1 fois par semaine. Et cette patiente, et bien sûr, continue son suivi qui était déjà en place par le biais de l'hôpital de jour. Et on ne touche rien à son traitement médicamenteux. Alors, très rapidement, c'est quoi une séance de transe cognitive accompagnée? C'est
2 heures à peu près de séance où on fait un débriefing de ce qui s'est passé d'une semaine sur l'autre pour la patiente. On fait la séance en transe et puis on débriefe la séance. Donc en fait, l'apprentissage quand Corinne est venue a été assez rapide, c'est-à-dire qu'assez rapidement, la patiente a su trouver des techniques pour stopper le début de ces crises et puis pour les différer. Donc l'autonomisation s'est faite assez rapidement. Dans la transe accompagnée, il y a donc une interaction entre le thérapeute transeur et puis la patiente qui elle-même est en transe. Je devrais le dire plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que la séance commence, la patiente auto-induit sa transe, qui a été très facile à mettre en place pour cette patiente, puisque vous l'avez compris, elle faisait des passages spontanés. Donc elle auto-induit. Et puis le thérapeute, en l'occurrence moi, j'accompagne ce qui se passe dans ce vécu de transe et par intermittence, je me mets moi-même en transe avec elle. Donc il y a une interaction en transe qui se met en place. Et cette interaction, les moments où le thérapeute se met en transe, c'est plutôt des moments où il y a un vécu pour rassurer le patient dans sa transe, pour aider à amplifier ou produire des sons. Par exemple, cette patiente, il y avait des moments où on sentait qu'elle n'arrivait pas à exprimer des sons, donc avec des attitudes corporelles de blocage. Donc en transe, eh bien, effectivement, l'interaction fait que le thérapeute transeur, il va se mettre à faire des sons lui-même et c'est ce qui va débloquer le patient. C'est vraiment cette interaction tout le temps. C'est aussi pour sortir de mouvements répétitifs. Quand on voit que la personne, finalement, elle tourne un petit peu en rond dans des mouvements stéréotypés, à ce moment-là, on est là aussi en transe pour essayer de mettre un terme à ces mouvements et j'aime pas trop le terme de guider parce que c'est pas tout à fait ça, mais tester d'autres types de mouvements ou de sons pour pouvoir orienter différemment. Les sons, j'insiste, c'est très important parce que ça a un effet très soulageant en général pour les patients. Ça permet vraiment de libérer l'émotionnel. On a vu tout à l'heure ce proto-langage. Pour moi, le proto-langage, c'est vraiment un langage émotionnel dans lequel il y a parfois avec la patiente, il y a vraiment des dialogues et des choses extrêmement importantes qui ont pu être passées en termes de messages parce qu'au travers de ces transes, la patiente, elle a pu identifier finalement des outils, elle a pu retraverser, alors là je fais un petit peu un break, je devrais suivre, mais je m'emballe, parce que je suis très enthousiaste sur cette expérience-là, où elle a pu effectivement retraverser et transformer des choses qui étaient extrêmement difficiles et douloureuses, parce qu'au final, il y avait plusieurs traumas. Et en fait, ensemble, on va, dans cette transe accompagnée, traverser ce qu'elle a besoin de traverser. En l'occurrence, là, ça a fait réémerger dans un ordre très, très logique toute la série de traumas qu'elle avait, mais de façon à ce qu'elle soit en capacité de supporter. Je vais vous donner des exemples très précis. La première phase chez cette patiente au niveau de... c'est là, sur la diap d'après. Hop, voilà. 1 mois, cette patiente, elle était capable de gérer complètement ses crises dissociatives, ce qui a augmenté sa sécurité en fait, parce qu'elle pouvait avoir une vie sociale complètement normale sans être embêtée par la survenue spontanée de ces crises. Elle a pris confiance dans le processus, c'est-à-dire qu'elle s'est appropriée la technique et elle s'est mise à la piloter elle. C'est-à-dire que d'un symptôme finalement pathologique, on en fait quelque chose qui devient une ressource et qui permet finalement de traiter ces difficultés. Donc très rapidement, sa qualité de vie s'est améliorée, celle de sa famille aussi du reste. Et la première partie des vécus en transe a été centrée sur cette problématique d'attachement. Cette problématique d'attachement, c'était très important. Donc, tous les éléments qu'elle identifiait dans son vécu de transe étaient repris après par sa thérapeute référente. Et c'est ce qui lui a permis, en fait, de réinstaurer une sécurité interne.
Une fois que cette phase-là a été traitée, eh bien, différents traumas ont émergé, ce qui fait que ça a vraiment relancé la dynamique de la thérapie chez cette patiente. Un booster, on pourrait dire, c'est mauvais jeu de mots. Mais de façon extrêmement efficace. On l'a vu d'ailleurs dans son non-verbal, hein, cette patiente qui était très inhibée a commencé de s'affirmer auprès des siens. Maintenant, elle s'affirme complètement auprès de nous aussi. Elle a repris sa place de maman et puis d'épouse. Elle le décrit très bien. Hein, ses filles maintenant viennent vers elle et partagent des éléments de vie, du quotidien, des choses qui leur sont intimes. Il y a dans les interactions relationnelles une amélioration extrêmement importante. Et puis, au niveau du contact physique, elle est beaucoup plus à l'aise et elle prend plaisir à cela. Alors, avant de commencer de travailler avec elle, on lui avait fait passer un score de HAD, hein, une échelle qui screen l'anxiété et la dépression. Et puis, à 3 mois, ce qu'on voit, c'est que les scores sont quand même bien améliorés. Et donc, évidemment, ça ne concerne qu'une seule patiente et il faudra le répliquer sur d'autres études. Mais on voit que la dimension, le D, c'est la dimension dépressive. C'est surtout ça chez elle qui a diminué. Et là, on lui a refait passer il y a quelques temps et le score continue de baisser, et notamment sur la dimension dépressive. Cette patiente, à 3 mois, elle fait des transcognitives auto-induites de façon individuelle. C'est-à-dire qu'on a notre séance de trans accompagnée et puis, de façon tout à fait autonome. Et elle commence, c'est ça qui était super aussi, c'est qu'elle a commencé à utiliser la trans pour, finalement, dans une dimension de plaisir. Donc, avec des interactions avec l'environnement. Par exemple, dans son jardin, il y a des arbres, avec lesquels elle peut avoir, puisque comme l'a dit Audrey tout à l'heure, ça crée un champ de conscience élargi et d'ouverture, et donc avoir des interactions avec l'environnement, ce qui donne une grande source de plaisir pour elle. Et puis, c'est aussi le début de finalement, si je me sens pas bien, je vais faire une transe, je vais mettre finalement une intention de joie, de plaisir, je vais aller me faire du bien. Donc petit à petit, la transe devient une ressource pour de la gestion émotionnelle en fait. Concernant le vécu traumatique, 2 abus, 2 deuils traumatiques qui s'enchaînent, qu'on traverse, et pour lesquels, comme elle le dit très bien, il m'aurait fallu des années de thérapie pour pouvoir traiter ça. Donc, les éléments qui sont identifiés pendant la transe accompagnée ou même pendant ces trans individuelles et qui ont trait au trauma sont intégrés, c'est-à-dire que le trauma est retraversé jusqu'à intégration et désensibilisation, et les éléments en fait sont pris en élaboration avec la thérapeute référente, ce qui permet vraiment 2 axes pour traiter la dimension des traumas. C'est assez joli de voir comment elle évolue. Donc forcément, quand on est thérapeute, c'est extrêmement plaisant, puis ça donne plein d'espoir aussi pour les autres patients qu'on a et qui sont parfois coincés. À 6 mois, qu'est-ce qu'on a? Elle met des intentions toute seule, ce qui lui permet, voilà, elle a en particulier un événement de vie, comme on peut tous en avoir, extrêmement stressant et difficile chez ce type de patiente, c'est un facteur de risque majeur pour une rechute de consommation d'alcool, par exemple, ou pour un effondrement de l'humeur. Elle utilise la transe, elle met des intentions de sécurité, de ce qu'on appelle puissance, c'est-à-dire se donner de la force et du courage, et elle traverse cet épisode-là sans crise dissociative, comme elle a des affects émotionnels qui sont complètement adaptés par rapport à la situation. Et puis, le dernier épisode traumatique qu'elle est en train de traverser a trait effectivement à la période quand elle était bébé, en fait, moins de 2 ans. Et on est encore en train de travailler à ce niveau-là. Donc, au fur et à mesure du temps, les trans accompagnés sont moins nécessaires, donc on les diminue.
L'hôpital de jour est moins nécessaire, donc on le diminue. Et évidemment, le traitement médicamenteux est moins nécessaire, donc lui aussi, on le diminue. Actuellement, on a juste une monothérapie, alors qu'avant, on avait une association de 3 molécules. Donc, une véritable amélioration. Et tout ça, actuellement, on est à 8 mois de traitement. Voilà. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, chez cette patiente, la pratique de la TCAI a été quelque chose de tout à fait bénéfique, et là encore, puisque le processus de réparation n'est pas complet. Mais c'est une patiente qui est en train de finalement se guérir en utilisant ses propres ressources, hein, celles que lui indique la trans, mais qu'elle met en place et qu'elle trouve. Et c'est ça que je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est que finalement, le patient utilise et devient autonome avec ses ressources à lui pour se traiter. Et donc, nous, en tant que thérapeute, on accompagne ce mouvement-là. Et voilà, je trouve ça extrêmement enrichissant. Ça donne beaucoup de joie et de plaisir à travailler de cette façon-là, en tout cas. Évidemment, je pense que c'est indissociable d'une thérapie classique associée, et en tout cas, tout au moins au départ, plutôt de type intensive, avec une nécessité sur ces cas qui sont quand même des cas extrêmement complexes et sévères, l'apport des traitements médicamenteux. Conclusion finale, perspective prometteuse à valider, confirmée par la mise en place d'études et de recherches complémentaires pour valider ce que finalement le travail avec cette patiente nous a appris sur ce que la transe cognitive auto-induite, pratiquée aussi bien en individuel qu'en accompagnement avec un thérapeute, peut donner dans des cas de ce type-là. Alors, Audrey le disait tout à l'heure, oui, on a des perspectives sur les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les addictions, les troubles des conduites alimentaires aussi. Enfin bref, un champ qui s'ouvre et qui me paraît extraordinairement intéressant. Alors, mille merci Corinne de nous avoir donné ce potentiel-là. Pour conclure définitivement, je vous mets quelques dessins que cette patiente réalise lorsqu'elle a fini ses trans individuelles, en sachant que c'est elle qui les a choisis parce que ça fait partie de ceux qu'elle pense les plus démonstratifs de son évolution. Le premier, c'est celui qui est noir en bas. Ensuite, on a le rouge, où ça se structure un peu plus. Après, le vert. Et le dernier en date, enfin le plus récent, c'est celui sur le coin en haut à gauche, où cette transe qu'elle avait fait est une transe de réassurance en fait par rapport à son vécu traumatique bébé. Merci beaucoup pour votre attention.